Eh bien, merci à toi Cyril pour ta présentation sur Xamarin Forms et je vais vous proposer de continuer moi sur un principe de Dynamic Navigation. Donc l'idée c'est quoi? C'est que Cyril vous a montré qu'il y a des flows de navigation qui sont différents. On peut avoir des modales, pas modales, on a des enchaînements d'écrans, mais dans son cas, les écrans étaient connus à l'avance. Sur l'application sur laquelle je travaille, je ne peux pas encore dire ce que c'est, mais sur l'application sur laquelle je travaille, certaines choses ne peuvent être connues qu'au runtime, qu'une fois que l'application est démarrée. Et du coup, ça demande de fonctionner un peu différemment. Donc déjà, je vais juste quelques bases de rappel. C'est qu'est-ce que la navigation? C'est le process d'aller à un écran à un autre. Et que chaque plateforme a sa façon de faire. Sur iOS, on va avoir des view controllers, des xifs, des storyboards, on fait ce qu'on veut. Sur Android, des activités ou des fragments en fonction de ce qu'on fait, et sur Xamarin Forms, des pages, grosso modo, ça c'est à peu près uniformisé, mais à chaque fois pour aller d'un endroit à un autre, on va avoir des techniques qui vont être différentes. On va utiliser des segways, on va appeler des méthodes directement sur iOS, on va faire des intents pour changer d'activité sur Android, et la reco Microsoft du Navigation Service sur Xamarin Forms. Donc quand on est dans une application multiplateforme en Xamarin, en ce qui me concerne, Xamarin natif, pas Forms, et qu'en plus on a des écrans dont les flows sont dynamiques, il faut réfléchir un petit peu. Parmi les paradigmes qu'on retrouve habituellement, on va avoir les master pages, on va avoir les navigation pages, donc ça c'est ce que j'appelle un wizard, grosso modo, c'est on enchaîne les trucs et puis à la fin un bouton OK, on dépile. On va avoir les tabbed pages qui deviennent de plus en plus courants même en Xamarin Forms parce qu'on va les bottom tab bar qui fonctionnent très bien. Et on va avoir les carousels, ça si vous utilisez encore ça dans vos applications, c'est peut-être que vous avez un problème. Mais c'est les flows habituels de navigation qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les applications. Et moi je vais me concentrer sur les deux du milieu. Allez. Pourquoi est-ce que je vous montre un écran de Xcode ici? C'est parce qu'on voit des petites flèches, on voit un flow de navigation et on le voit devant nos yeux, enfin, c'est complètement visuel, c'est tout l'intérêt des storyboards en iOS, on sait par où on en rentre, on sait où on va et par quel écran on passe. Donc ça c'est assez pratique et c'est un peu plus propre quand on est vraiment dans Xcode, on voit les différentes choses et on peut voir que si je clique ici, hop, je vais y arriver. Ici, on a une segway qui affiche ça, et je peux définir avec mes segways que ça s'affiche en modal ou pas. Donc, je peux contrôler de manière assez fine le flow de navigation, et quand on regarde ce que ça donne dans l'application, c'est tout simple, hein. J'ai une tab bar, j'ai un bouton, ça a ouvert une modale, quand je clique sur le bouton, ça fait un next, donc on a des flows qui sont imbriqués comme ça, qui peuvent se changer, et on rejoint un petit peu ce qu'a présenté Cyril. Maintenant, imaginez que dans l'application dans laquelle je travaille, une fois qu'on est là, je sais pas où je vais ensuite. C'est le runtime qui me dit. Je sais pas que je vais aller sur l'écran vert. Peut-être que je vais aller sur l'écran rose. J'en sais rien. Je peux pas avoir dans mon application ça. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est pas facile tous les jours. Mais l'idée, c'est qu'on a besoin d'une abstraction. Dans tous les cas. Et cette abstraction, dans notre application, on l'a appelée Navigation Service, mais il est un peu plus intelligent que ce qu'on voit habituellement dans les applis. Voici un peu à quoi ressemble notre Navigation Service. Donc j'ai omis un certain nombre de méthodes. On se rapproche plus de je passe un object en paramètre, hein, bien qu'en fait, là on soit sur une couche qui est un petit peu cachée. Donc quand on est dans les view models, ça ne se voit pas directement. On a typé un maximum de choses sans réflexion pour améliorer les performances, bien évidemment. Et on peut voir qu'il y a un certain nombre de choses dans cet écran-là. On peut voir que je peux aller vers un écran normal, navigate tout, et que je précise la source et la destination. Déjà là, on constate une différence par rapport à la plupart des navigation services qu'on trouve sur le marché, où on dit juste « je veux aller à un endroit ». Bah ouais, mais moi, en fait, il faut voir que derrière mon navigation service, j'ai un graphe. Donc au démarrage de l'application, je construis un graphe, et avec ce graphe,
je vais avoir la possibilité de savoir à partir de quel node je vais aller dans quel autre. Et ce graphe va me permettre une chose, c'est que si jamais pour une node source, j'ai qu'une seule destination, bah, je peux faire un navigate next. J'ai pas besoin de savoir où je vais. J'ai qu'une seule node, donc par définition, je peux dire que bah, je vais aller dans la seule sur laquelle je suis capable d'aller. Et ça me permet de construire des wizards de manière complètement dynamique. Bon, bien sûr, on a des dismiss modal, on a navigate to main view, enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer ici. Et ce que je vais vouloir moi, vous montrer, c'est que j'ai reproduit un micro-sample en Xamarin Forms qui simplifie un peu le concept. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc, ça se passe plutôt ici. Ici, j'ai un navigation service relativement basique dans Xamarin Forms, sans injection de dépendance. Vous ne verrez jamais ça dans mon code, hein. Normalement c'est injecté. Mais voilà. Et derrière, au lieu d'avoir un graphe, j'ai un dictionnaire avec une string qui nomme l'écran sur lequel je veux aller, enfin l'écran source, et la liste des écrans vers lesquels je peux aller. Pourquoi c'est une string? Tout simplement parce qu'il y a des choses qui sont complètement dynamiques. Il faut imaginer que dans notre application, la navigation peut être construite aussi par un fichier de config téléchargé à distance. Donc forcément, on peut pas avoir des énums, on peut pas typer des trucs, il y a des choses qui se chargent tellement dynamiquement que le seul type qui est à peu près bien dans cette histoire-là, c'est une simple et bête string. Et c'est intéressant aussi parce que ça nous permet de dire, bah finalement, moi je veux aller sur, je sais pas, la page de création de compte. Je m'en fiche que ce soit un view controller, que ce soit une activité, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vers la création de compte. Donc la string nous permet de représenter aussi ça. Et l'idée, c'est qu'au démarrage de l'application, on va construire le graphe. Et ce graphe, vu que c'est un graphe, c'est une structure de données, ça peut évoluer au runtime sans aucun problème. Donc ici, on ajoute des objets, donc je vais pas vous apprendre le fonctionnement d'un dictionnaire, ça devrait aller. Voilà, on peut ajouter, supprimer des nodes, et on voit ici quelques méthodes raccourcies, navigate home, bon, c'est du Xamarin Forms, donc on fait un pop to root, on se prend pas la tête de manière existentielle. Previous, bah on fait un pop, on est en Xamarin Forms, pareil, on simplifie le travail. Par contre, le navigation next, c'est là où il y a un petit peu de logique. On voit ici que bah, je vais essayer de récupérer ma node source. Lorsque j'ai ma node source, je vais regarder si j'ai qu'une seule destination. Et si j'ai qu'une seule destination, je peux aller là. Donc là, j'ai fait un petit peu de réflexion. Vous verrez pas ça non plus dans mes projets. Mais ça simplifie beaucoup pour les démos. On crée la page et on navigate dessus. Et ça, finalement, c'est vraiment le POC d'une navigation dynamique. C'est pas plus compliqué que ça dans le cas d'un wizard. Après, le navigate standard, bah lui, il fait la même chose. Il récupère la node source et on lui dit, je veux aller vers une destination. Là, il n'y a pas de check s'il n'y en a qu'une seule. Et il navigue s'il trouve la destination dans la liste des choses qui sont référencées. Donc finalement, on se retrouve avec des view models qui fonctionnent un tout petit peu comme sur Android. Il y a toujours un this qui est passé en paramètres, donc le contexte pour savoir où je vais aller. Et maintenant, je vais vous montrer l'application en train de tourner. Elle est très compliquée. Alors, on voit dans le code, hein, j'ai une page bleue, une page verte, une page orange. Enfin, c'est rien de bien magique. Et je vais lancer l'app. Donc, toc toc, voilà. Et dans cette application ici, j'ai ma page principale dans laquelle je peux faire un randomize. Donc, alors le code est sur GitHub, si ça vous intéresse de voir comment on fait un random. Étonnamment, ça m'a pris plus de temps que prévu de faire ce truc-là. C'est peut-être la partie la plus compliquée du projet d'ailleurs. Et là, je fais un randomize des pages, et quand je fais next, eh ben, je suis sur la page bleue. Alors si vous vous souvenez, j'avais bleu, orange, green et red. Donc je fais next, bleu, orange, green, red. Je reviens sur la home, bleu, tout va bien. Randomize. Là, ma première page c'est orange. Alors orange, green, blue. Enfin voilà, on a quelque chose qui est complètement dynamique. Ça se passe très bien. Et c'est pas plus compliqué que ça. Alors maintenant, comment ça se passe avec une application native? Je vais essayer de cacher un petit peu la souris. Pas trop loin? Là-bas. Non, je vais pas y arriver. Comment ça se passe avec une application native? Bon, en Forms, c'était relativement simple. Hein, le nom, ma string, c'était le nom de la page. Donc je faisais je vais vous remontrer, hein, mais c'est par là. Je faisais de la réflexion.
Donc je prenais la destination ici et je crée un nouveau type dans le namespace courant en lui passant la destination. Donc en gros, je vais instancier le type de la page. Ça marche bien quand on est en Forms, mais quand on est sur iOS ou Android, ça fonctionne pas, parce que ma navigation est dans le code partagé et j'ai pas accès aux écrans qui sont sur les applications natives. Donc on est obligé d'introduire un concept supplémentaire de présenteur. Alors Cyril ici présent m'a vu pester plusieurs fois sur des présenteurs sur certains projets, parce qu'on a travaillé sur plusieurs projets ensemble, et il y a un framework que je n'aime pas du tout, qui utilise ce principe-là, qui s'appelle MVVM Cross. Mais bon, j'ai pas trouvé d'autre solution, et ça fonctionne bien dans ce cas-là. Donc l'idée c'est quoi? C'est le présenteur, il abstrait la technique de navigation pour la plateforme courante. Donc si je dis je veux aller sur l'écran Account Creation, et dans mon Navigation Service, je passe Account Creation, et le Navigation Service, il va utiliser le présenteur derrière, et le présenteur, il sait que Navigation Service est égal à, sur Android, Account Creation est égal sur Android à Account Creation Activity. Et en faisant des bait switch, pour éviter la réflexion, on arrive à avoir comme ça des liens entre la clé qui est la clé du code partagé et la clé qui correspond à l'écran natif. Et on remarque que vu qu'on a un graphe, on a abstrait un petit peu les choses en utilisant aussi une présenteur node. Ça nous permet d'encapsuler un petit peu la logique de création de l'écran, un peu la technique que tu as appliquée dans ton appli, qui nous permet vraiment de dire si cet écran-là, je veux l'instancier, je veux le créer en tant qu'écran modal, je vais le faire avec un create modal en lui passant la clé. Donc là, on voit un create modal. C'est comme s'il faisait un wrapper autour de mon écran. On voit un exemple d'implémentation qu'on peut avoir sur le présenteur. Donc on a le create qui fait un new Android show node et new Android show route. Donc on a des implémentations. Donc ça, c'est une simple factory en fait. Et on a une factory par plateforme. C'est pas plus compliqué que ça dans le principe. Une node, si on prend l'exemple d'une node sur Android, ça va être implémenté de cette manière-là. Donc on voit qu'il y a une méthode run node. C'est ça qui va effectivement créer l'écran et naviguer dessus. Tant qu'on n'appelle pas cette méthode, on a un ordre de navigation, mais l'ordre n'est pas exécuté. On lui passe en paramètres, on fait un get activity, on crée l'activité, on regarde si j'ai un intent. Bon, je vous ai masqué un certain nombre de choses, et on peut ajouter des flags, passer les paramètres, etc. On a dans notre application, et ça je ne l'ai pas montré dans les slides, mais on a une technique qui nous permet de ne pas sérialiser les paramètres sur iOS, parce qu'il n'y a pas besoin, et les sérialiser sur Android, parce qu'il y a besoin. Et la contrainte qu'on donne aux développeurs, c'est vraiment de dire, il faut que les paramètres, ce soit en fait ton state. C'est vraiment le minimum syndical pour que ton écran s'affiche et puisse se restaurer à l'endroit où il était. Donc plutôt, par exemple, que de passer une liste, je sais pas, d'utilisateurs. Dans la liste d'utilisateurs, je vais avoir tous les users avec toutes les propriétés de user, etc. que je voudrais afficher dans mon écran. J'ai n'importe quoi ici, mais on va juste passer potentiellement une liste d'ID. On va vraiment passer la valeur minimum, et du coup sur Android ça se fait assez bien. Il y a des méthodes qui vont bien. On n'a même pas eu besoin d'utiliser des parcelles pour l'instant, donc on est plutôt cool à ce niveau-là. Donc je vais faire un petit récap de l'application. Il y a des cas où on peut pas connaître le flow à l'avance. Et ça, pourquoi dans notre application c'est le cas? Notre application cible 26 pays qui ont chacun des backends différents, qui passent tous par une couche d'API management standard, et qui ont des règles métiers différentes pour des process qui sont aussi standards que la création d'un compte. On peut imaginer qu'une donnée type date de naissance est obligatoire en France et n'est pas obligatoire en Ouzbékistan. Je dis n'importe quoi, mais il y a des choses comme ça qui arrivent, et c'est notre travail de tous les jours
sur l'application. Donc on a un maximum de flexibilité à ce niveau-là. Et pour ces côtés dynamiques aussi, on en a profité pour dire, par exemple sur une étape de création de compte, plutôt que d'avoir un écran avec tous les champs, on fait un écran par champ. C'est tout bête, mais déjà ça évite de dealer avec les problèmes de clavier qui passent au-dessus des champs texte. Donc ça c'est assez pratique. Si on design bien, ça prend de la place et ça occupe la moitié de l'écran. Et en plus, c'est très rapide pour un utilisateur. Il remplit next, il remplit next, il remplit next. Ça se passe très bien. Et on utilise le on-next que vous avez vu tout à l'heure à mort, et ça nous permet de switcher ou d'inverser les navigations. Dans certains pays, on va demander le prénom avant le nom, d'autres ça va être l'inverse, d'autres il peut y avoir plein d'opérations qui se font de manière distante. Aujourd'hui, le Navigation Graph, il est configuré par pays en dur dans l'application. Mais à terme, on va avoir de la config distante. Ce qui veut donc dire que ce dont tu as parlé tout à l'heure, nous on remplace la config, on a un fichier de config dans l'application qu'on remplace dans l'usine de build, et l'appli lit ce fichier. Ça nous permet quoi? Ça nous permet de faire que déjà toute lecture de fichier est asynchrone. Donc on a forcément conçu l'application pour gérer ce fait que la config, on l'a pas forcément au moment où on essaie d'y accéder, donc ça prend un peu de temps. Et elle peut changer dynamiquement et à distance, parce que ce soit asynchrone en lisant sur le téléphone ou que ce soit asynchrone en lisant sur un serveur, ça change rien. Autre intérêt, la config se fait à distance et j'ai une navigation qui est dynamique. Tu parlais d'A/B testing, j'ai un framework d'A/B testing qui est tout prêt là. C'est le serveur, il me donne une config pour l'utilisateur A et une autre config pour l'utilisateur B, l'application elle s'en fiche, fonctionne de la même manière. Donc c'est quand même assez pratique. Très compliqué à mettre en place au début, on s'est bien arraché les cheveux, mais ça fonctionne bien. L'implémentation de cette technique-là, elle est forcément différente en fonction de l'OS ou de la techno que vous utilisez. Mais elle existe, et le principe existe sur toute techno, que vous soyez en Flutter, en React Native, en plus React Native, la navigation, bon courage, que ce soit sur du native pur, il y a forcément des moments où, si on vous dit ah oui, mais moi j'ai besoin de changer ça au runtime, en développeur éthique, mais voilà, il y a des techniques, ça existe, c'est pas très compliqué, il faut juste bien penser les choses en amont. Et voilà ce que je vous disais, si l'implémentation est suffisamment flexible, ça nous permet de faire des choses assez sympathiques. Moi, j'ai pas voulu passer trop de temps dans les slides, dans la présentation, etc. Je pense qu'il vaut mieux réserver un peu de temps aux questions si vous en avez. Si vous en avez pas, de toute façon, ça c'est le lien pour les slides qui sont sur le site, et je vais mettre le projet sur GitHub, enfin il est déjà sur GitHub, donc vous pourrez regarder un petit peu comment ça marche. Bien évidemment, lorsque l'application sera go live, je reviendrai faire la même chose que Cyril, vous parler de ce qu'on a fait, parce que ça fait quasiment un an qu'on travaille dessus. Il y a du boulot, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Bien, oui. Du coup, en gros, tu n'as pas lié au problème de formulaire dynamique, si je veux dire, par de la navigation dynamique. Exact. Tu n'as aucun cas où tu as besoin d'avoir, entre guillemets, un formulaire ou des vues qui s'ordonnancent de manière très dynamique. Tu as pu tout morceler par la navigation. En fait, c'est une contrainte qu'on a imposée. On a cherché, déjà, avoir un écran, un champ texte par écran, ça fait partie vraiment des pratiques aujourd'hui. C'est-à-dire que tu télécharges une application avec un formulaire d'inscription, en général, c'est un écran, un champ, un écran, un champ. Ça va plus vite, ça se fait bien. Donc on a profité de ça pour dire, écoutez, les pays, il n'y a aucun problème, ce que vous me demandez. Par contre, on reste sur cette contrainte de un champ, un écran. Au début, c'est un peu tiqué, puis finalement, quand ils ont l'application dans les mains, c'est pas mal en fait ton truc. Donc c'est la petite contrainte. J'aurais plein de choses à raconter sur le poids de l'application également, mais ça on va le faire en off. Mais voilà, on a quand même mis quelques guidelines assez strictes sur le plan technique pour autoriser cette souplesse. Et du coup, quand tu es dans quelque chose qui correspond à un formulaire, tu as une barre de progression, ou en fait tu as un retour pour l'utilisateur qui... En fait, en haut, en dessous de la barre de navigation, tu as ta barre de progression. Il te dit sur quel écran, 2 sur 7, 3 sur 7, voilà. Parce que on sait pas à l'avance sur quel écran on va aller, mais on sait le nombre d'écrans qu'on va avoir. Donc on peut afficher à l'utilisateur une barre de progression. Ouais. Donc voilà, ça n'a pas été très long. Et du coup, tu arrives à la
manière de Game Cross à faire des présenteurs sous la situation Alors, c'est vrai que t'es pas trop rentré dans le détail d'un plan. non, en fait, parce que je peux pas trop sortir le code pour l'instant. Je vais essayer de voir comment est-ce qu'on peut reprendre les mêmes pratiques pour faire un autre code sample. Mais en fait, tu as vu qu'on avait des nodes, c'est-à-dire que ici, on crée des nodes, ce qui veut donc dire que la complexité du présenteur, elle est encapsulée dans une node. Donc le présenteur, il sait qu'il doit pouvoir afficher en modal, il doit pouvoir afficher une route, il doit pouvoir afficher une table, il doit pouvoir revenir sur la route et sélectionner un tab en même temps. Ça, c'est notre navigation qui est comme ça. Et du coup, cette complexité-là, elle est vraiment embarquée dans l'implémentation de la node. Alors pas, voilà, ici. On pourrait, sur Android, et c'est le cas, hein, parce que sur Android, on passe en paramètres, par exemple, si on fait une navigation vers l'écran principal et qu'on sélectionne un onglet en même temps, dans l'intent de la navigation principale, on passe l'index de l'onglet dans lequel on veut aller. L'activité principale, elle voit qu'elle a ce paramètre-là, elle fait « Hey, si j'ai mon paramètre, ça veut dire que je dois sélectionner le truc. » Au lieu d'instancier le premier fragment, elle va instancier le fragment qui correspond à l'index. Et comme ça, tout se passe bien. Et c'est vraiment l'astuce pour éviter la classe de 60 méthodes, c'est vraiment ça, c'est utiliser des factories et encapsuler un maximum de choses dans des implémentations concrètes. Et du coup, tu veux dire que chaque page est plus ou moins liée à une node? Enfin, oui. Là, du coup, elle est rattachée à... Exactement, c'est-à-dire que une page peut être liée à une ou plusieurs nodes, parce que c'est un graphe, et dans ton graphe, tu as ta source et ta destination. Donc forcément, ta node, elle est destination de quelque chose, mais elle est source d'autre chose également. Donc en fait, ton graphe représente le lien entre tes nodes. Et c'est là qu'est la petite subtilité. Là, ce qu'on a appelé la node ici, enfin le présenteur node, il y a des vrais nodes dans le graphe, mais le présenteur node, c'est vraiment l'encapsulation de la logique de navigation d'une node à une autre. Et du coup, dans l'application, il n'y a pas trop le previews, ça marche ou... Le preview, c'est-à-dire? Enfin, pour revenir à l'écran d'avant, tout est stacké. Oui, tout est stacké, de toute façon. Parce que sur ton implémentation, quand tu fais un create standard, en fait, c'est la navigation standard, c'est la navigation par stack. Donc si tu dis juste je veux aller de telle node à telle node en reprendre navigation service, si on fait un navigate to async en faisant source et destination, par défaut ça va faire une stack. Mais après on peut le configurer de manière différente dans l'implémentation. Oui. Après c'est peut-être quand tu retournes quand tu fais là tu utilises ta méthode navigate to main du async, c'est peut-être là où tu as un peu de complexité. Ouais. Oui, exactement. Surtout sur iOS. Bon, après, on a des classes de base quand même, qui sont déjà dans des frameworks que j'utilise depuis longtemps. Cette classe de base, si t'as pas de leak, on dispose dans tes view controllers ou dans tes activités sont appelés. Donc, à partir du moment où dans ton dispose, tu as une méthode qui fait le ménage, tout se passe bien. C'est pour ça qu'il faut faire la chasse au memory leaks, et ça, faut me faire confiance, je fais la chasse à ces trucs-là. Quelle que soit la techno mobile, il vaut mieux éviter d'en avoir. Mais ouais, on a encapsulé la logique. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur la navigation dynamique. Ouais, j'ai encore une petite question. Vas-y. Du coup, est-ce que tu peux faire la navigation d'un point A à un point C en passant par un point B? Oui. C'est-à-dire, tu dis je veux aller au point C en partant du point A et il sait reconstruire l'arbre. En fait, c'est tout l'objectif du graphe. Aujourd'hui, je sais le faire, on le fait pas, parce qu'on n'a pas encore le besoin, mais on a un besoin de deep linking qui va arriver. Et du coup, typiquement, le fait d'avoir un graphe te permet de n'importe quel endroit de retrouver ton chemin qui mène à la home, parce que tu as forcément ta route qui existe. Et ça, c'est vraiment utile aussi pour nous. Pourquoi? Parce que le deep linking, on en a besoin, mais en fait, on ne sait pas par où il va arriver, parce que chaque pays va pouvoir nous invoquer à l'endroit où il veut. Et du coup, il va falloir qu'on puisse reconstruire totalement la logique de navigation. Donc bien sûr, s'il nous dit d'arriver au niveau -5, il va falloir attendre un tout temps qu'on reconstruise toutes les vues, en tout cas sur iOS. Sur Android, on va direct sur l'activité, on s'en fiche. Ça marche bien.
Est-ce que tu peux te déstacker assez simplement justement une vue qui, par exemple, dans ton graphe, un nœud n-2. Alors, Parce que, par exemple, tu as déjà, t'en as plus besoin en fait. en général, je vais répondre non à ta question pour une simple et bonne... Enfin, techniquement, je pourrais. Mais je réponds non à ta question pour une raison toute simple, c'est que si t'as plus besoin de ton EN-2, c'est pas grave. Il faut qu'il soit toujours dans ta stack de navigation. Surtout si tu es dans une navigation de type stack, justement, un wizard, etc. Par contre, quand tu closes ta modale, il va popper toutes les vues qui correspondent à ça. Sachant que la modale sur iOS est gérée comme une modale et sur Android c'est géré différemment parce qu'il n'y a pas vraiment de modale sur Android. Il y a d'autres types d'activités. Mais supprimer une node au milieu, enfin supprimer un écran au milieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement dans ta navigation tu as un moment où tu es passé par une étape et lorsque tu arrives sur l'étape d'après, que tu fais back, tu veux revenir à celle d'avant. Ouais, encore avant. Ouais. Ça, on pourrait le faire, mais aujourd'hui on n'en a pas besoin, parce qu'on évite d'avoir à faire ça. Ça veut dire que sinon ça veut dire que c'est une modale en fait. Pour moi. C'est-à-dire que si tu peux faire des modales de modales. Donc au cas tu clean ta modale et tu reviens sur ta stack précédente. Donc vraiment exploser quelque chose au milieu, c'est un peu bizarre aujourd'hui. Dans notre contexte à nous, j'y aurais pas de la logique. Ouais. De toute façon, à partir du moment où tu as un graphe et que tu maîtrises complètement les liens de qui appelle qui à quel moment, etc., tu peux effectivement casser ton truc.